Pendant des siècles, la montagne la plus proche du ciel a été le berceau de nombreux royaumes et de grandes religions. Formidable barrière naturelle, longue de 2500 km et large en moyenne de 400, l'Himalaya génère d'importantes frontières stratégiques, politiques et culturelles. Difficile à franchir, l'arc himalayen n'en est pas moins strié de profondes vallées et de cols, qui sont autant de routes commerciales permettant les échanges et les invasions. Il y a 55 millions d'années, à la place de la plus haute chaîne de montagnes, s'étalait Thétis, une mer aujourd'hui disparue. L'événement responsable de sa disparition est la plus grande catastrophe tectonique de la Terre, le choc de deux continents. L'Inde, après une lente migration de 7000 km, a englouti l'Asie. Plissés entre les mâchoires de cet étau, les milliers de mètres de dépôts empilés au fond de la Thétis se sont soulevés pour devenir montagne. Passé ce choc initial, l'Inde a continué de s'enfoncer sous l'Asie inexorablement à raison de 5 cm par an, provoquant la surréaction de l'Himalaya. Dans 50 millions d'années, l'Inde aura rétréci des 2 tiers. L'Himalaya dominera alors Bombay, ou ce qu'il en restera, de plusieurs kilomètres de roches verticales. Nicolas Hulot chevauche sur les hauts plateaux désertiques du Ladakh. C'est l'hiver. À plus de 4000 mètres d'altitude, le froid très sec fait se recroqueviller le mercure au bas du thermomètre. Le groupe de cavaliers passe près d'un chorten, l'un de ces monuments de pierre plantés de bannières de prière, omniprésents dans tous les vieux royaumes de l'Himalaya. Les cavaliers se dirigent vers le village de Rumbak, accroché au flanc de la montagne.
quel bonheur absolu. Ce matin, il y a tout le soleil et la lumière. Ce qui est étonnant, c'est que quand on a l'occasion de survoler l'Himalaya, littéralement d'ailleurs en ancien sanskrit, la demeure des neiges, vue du ciel, on a l'impression que c'est un gigantesque rempart, somptueux certes, mais totalement désert, et surtout figé dans la solitude pour l'éternité. Ce qui prouve bien qu'ici, comme ailleurs, les apparences sont trompeuses, car la montagne en Himalaya est en mouvement permanent d'un point de vue géologique. Et puis, ces immenses verticales dissimulent en fait un carrefour de religions, de races et de cultures tout à fait exceptionnel. Bonsoir, vous soyez à nature au Ladakh et aux Zanskar, deux anciens petits royaumes himalayens perchés, c'est le moins qu'on puisse dire, dans de très très hautes altitudes, longtemps restés à l'écart et isolés du reste du monde, mais aujourd'hui rattachés au Cachemire indien, deux territoires sertis de très hautes montagnes, livrés toute l'année au froid et à l'aridité le plus extrême, ce qui fait d'ailleurs que la vie au quotidien est un défi permanent. Coincé entre trois nations géantes, la Chine, l'Inde et le Pakistan, et pourtant, comme tous les peuples himalayens, le Ladakh et le Zanskar ont su développer une culture singulière, évidemment sous d'influences multiples, mais le plus marquant dans cette région du Ladakh, c'est que la religion la plus pratiquée emprunte ses croyances au bouddhisme et ses dieux au tantrisme, et qu'elle est pratiquée avec une telle ferveur qu'on se demande à chaque instant si on n'a pas tout simplement découvert le creuset de la sagesse, ou tout au moins si les habitants n'ont pas fini par céder par mimétisme à ces très hauts sommets qu'ils considèrent d'ailleurs dans leur religion comme les piliers du ciel, pour faire de l'élévation la principale quête de leur existence. Voilà, en tout cas, bouddhisme tibétain, tectonique des plaques avec la rencontre de la plaque indienne et de la plaque asiatique, anthropologie pour regarder les Ladakhis et les Zanskaris vivre sous l'œil d'une spécialiste, et zoologie aussi parce que, curieusement, ces montagnes abritent un animal mythique que nous espérons rencontrer, le léopard des neiges. Voilà les clés d'entrée dans ce que l'on appelle également le troisième pôle. Allez. Nicolas Hulot va rejoindre la rivière gelée qui relie le Zanskar au Ladakh, seule voie de communication possible durant les mois de janvier et février. Des familles Zanskari et Ladakhi sont déjà à pied d'œuvre, mais aussi l'ethnologue Marianne Shaw et Paul Taponnier, géologue spécialiste mondial de la tectonique. Sur la glace, la caravane se prépare à partir. Chacun emporte nourriture et protection pour dormir à la belle étoile. Pour Nicolas et le jeune Zanskari qui l'accompagne, encore quelques mètres à la force des bras avant d'atteindre la falaise. Il leur faudra ensuite une dizaine de minutes de descente périlleuse dans les roches à pic avant de pouvoir poser le pied sur la glace de la rivière gelée et rejoindre la caravane. Cinq mois plus tôt, pendant l'été, une équipe d'Ushuaïa Nature s'est rendue près du toit du monde, au Népal, dans cet autre royaume de l'Himalaya où l'on parle encore de collines à 4000 mètres d'altitude.
Le village de Rapsa abrite les Rai, un peuple mystérieux qui a migré en moyenne montagne il y a plusieurs siècles. Il possède dans ses rangs les meilleurs chasseurs de miel de tout le royaume. À la fin de l'automne, l'effervescence règne au sein de la petite communauté. C'est le grand jour. Tout le village participe. Chacun se charge de l'attirail nécessaire qu'il lui incombe de transporter. Aux hommes les plus robustes, les rouleaux d'échelle de corde pesant 70 kg l'unité. En tête de colonne, Tirta Bahadur Rai, chef de village et de clan. Il est considéré dans la région comme le meilleur chasseur de miel. Une tradition transmise de père en fils chez ce peuple qui, il n'y a pas si longtemps, vivait à l'état nomade. Direction la falaise de Karka, en empruntant les sentiers escarpés tracés à flanc de montagne. Les femmes accompagnent leurs maris, surtout pour voir ce dont ils sont capables. Les chasseurs de miel sont à pied d'œuvre. L'échelle de bambou est solidement arrimée au tronc d'un arbre, surplombant la falaise. On crache un peu sur les fibres pour les attendrir, avant de lancer l'échelle dans le vide. La falaise est haute de 150 mètres environ. Il faut une bonne dose de courage pour se suspendre ainsi à du bambou tressé, sans autre assurance. Comme d'habitude, les nids sont situés dans les anfractuosités du rocher, des endroits très difficiles d'accès mais bien à l'abri des intempéries. Au bas de la paroi, les villageois observent. Elles attendent un signal pour allumer un feu. Les ondes parcourant la colonie traduisent la nervosité croissante des hyménoptères, dérangés dans leur quiétude habituelle. L'épaisse fumée lèche la paroi. Lorsqu'elle atteint le nid, elle provoque chez les insectes un léger engourdissement, réduisant leur agressivité. Le chasseur demande qu'on lui procure une source de fumée supplémentaire. De la braise entourée de feuillage vert et hissée à sa hauteur. L'homme n'a pas de protection particulière. Des dizaines d'abeilles commencent à virevolter autour de lui. Certaines le piquent aux mains, aux bras ou au visage. Dans sa position délicate, il ne fait aucun geste pour les chasser et reste concentré sur son travail. Les abeilles du Népal sont les plus grandes de la planète. Leur ouvrage est en rapport avec leur taille, mais aussi avec la quantité de venin inoculé lorsqu'elles piquent. À l'aide d'une longue perche, le chasseur pratique deux trous, l'un au centre de la ruche
l'autre près de son bord supérieur. Dans chacun d'eux, il introduit habilement une petite cheville en bois reliée à une cordelette, elle-même accrochée à la perche. À cet instant, le danger est de briser la galette de cire avant que celle-ci ne soit attachée et retenue par la corde. Tout ce travail n'aurait alors servi à rien et la ruche serait partiellement détruite. Méthodiquement, le chasseur découpe de gauche à droite la lune de miel et de cire. D'un coup, la moitié inférieure se détache, heureusement retenue par la corde. L'homme tient alors à bout de bras plus de 10 kilos de miel et de larves qui sont immédiatement acheminés au pied de la falaise. Quelques abeilles énervées suivent leur maison en lambeaux jusqu'au sol et se vengent sur ce qui ressemble à leurs prédateurs. Tirta achève imperturbablement son œuvre. Dans cette région du Népal, les abeilles produisent du miel au printemps et en automne. Mais le premier, fabriqué avec du pollen prélevé sur des fleurs toxiques, est totalement impropre à la consommation humaine. Des expéditions entières d'alpinistes étrangers ont par le passé été totalement décimées pour l'avoir ignoré. Les chasseurs de miel ont déplacé leur échelle sur un autre essaim. Le chef du clan choisit cette fois une technique de ramassage différente. Autant que le lui permet sa situation inconfortable, il se contente de faire couler le miel en pressant les alvéoles de cire au-dessus d'un panier étanché par un plastique. Au pied de la falaise, le liquide doré est immédiatement versé dans un récipient en cuivre. Pas encore vraiment menacés par l'emploi des insecticides et des pesticides qui ailleurs déciment leurs semblables, les abeilles népalaises, malgré leur taille et leur défense, mènent un combat inégal face aux chasseurs de miel aguerris. Mais elles ne baissent pas les ailes sans combattre. Même si piquer signifie mourir chez l'abeille, qui laisse son dard et une partie de son abdomen dans la peau de l'adversaire, la bataille laisse aussi des traces chez les chasseurs de miel, acteurs ou observateurs. Prasna Bahadur Rai n'est pas boxeur, mais bien porteur de son état. Le Jakri, le sorcier du village, aura du travail pour lui redonner visage humain. Le clan fait le bilan de la cueillette. Il est excellent. Plus de 30 kilos de miel et de cire ont été récoltés en 2 jours de dur labeur. Avant de rentrer au village, le chang, la bière locale à base d'orge, coule à flot et fait du bien aux hommes de l'expédition. Quelques abeilles ont fait le voyage jusqu'à Rapsa et tentent de survivre piégées par leur miel.
Il faut maintenant séparer celui-ci de la cire et des alvéoles contenant encore les larves des insectes. Les larves sont une source importante de protéines. Chacun vient chercher sa part de rayon prélevée sur la ruche sauvage. La chair des vers blancs, doucement sucrée et parfumée, est particulièrement appréciée des villageois. Le miel, une fois extrait, les alvéoles sont mises à chauffer dans un gros chaudron pour isoler la cire. Dans cette région où l'électricité n'existe toujours pas, elle sert à confectionner les précieuses bougies permettant d'éclairer les habitations et les monastères. Beaucoup plus à l'ouest du Népal, Marianne, Paul et Nicolas marchent avec les familles Ladakhi sur la rivière gelée du Zanskar. Comment ça s'appelle alors, le fait d'emprunter cette... La rivière Zanskar gelée s'appelle la Tchadar. Et l'étymologie ou l'origine de cela? Alors il y en a deux. Il y a le verbe tchatches qui veut dire aller et dar qui veut dire eau gelée. Donc ça pourrait être aller sur l'eau gelée. Mais en fait les vieux Zanskaris ont une histoire qui est beaucoup plus jolie. Cha, c'est l'oiseau. Ouais. Et dar, c'est trembler. Et alors normalement les oiseaux ont suffisamment de duvet, de plumes pour pas avoir froid. Par contre, dès qu'il commence à trembler, ça veut dire qu'il fait tellement froid que c'est le moment pour aller sur la rivière gelée. Pour nous, c'est très difficile, mais pour eux, c'est assez plat. Contrairement à l'été, où il faut passer des cols très élevés pour pouvoir gagner le Ladakh, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui différencie un peu géographiquement le Zanskar du reste du Ladakh, c'est son enclavement qui est effectif pendant près de 7 ou 8 mois de l'année. C'est ça. Et que sans cette rivière gelée, qu'ils peuvent utiliser 1 ou 2 mois seulement, ils ne pourraient absolument pas établir des échanges avec la capitale du Ladakh. Voilà. Et la Zanskar, elle se jette dans l'Indus un peu plus loin là. C'est ça. En fait, on dit que de la capitale du Zanskar, qui s'appelle Padoum, jusqu'à l'endroit où elle se jette dans le fleuve Indus, c'est à peu près 150 km. Ça va Paul derrière? Ça va très bien, oui. Ce que j'aime bien, c'est que Paul, il a le nez sur les falaises, ce qui fait qu'il va passer dans une faille, dans une crevasse. C'est trop beau. Son univers, c'est la roche. Mais tu sais que cette route, elle est quand même vraiment beaucoup pratiquée en hiver. On dit qu'il y a plus de 300 Zanskaris qui vont chaque année vendre leur beurre à lait ou faire d'autres choses à lait et qui reviennent. Et depuis des centaines d'années. Et jamais aucun mort sur cette rivière. Il y a eu parfois des gens qui sont tombés dans l'eau. Mais tu vois, on est quand même vraiment sur de la glace qui parfois est assez fine. Aussi. Et les enfants l'empruntent aussi, sur les petits surtout pour aller à l'école. D'accord. Chaussures de feutre aux extrémités recourbées, femmes et hommes ont adopté le pas glissé. Il permet d'aller plus vite, de limiter les chutes et de mieux ressentir la solidité de la glace. Eh bon, c'est mamie qui m'a retenu. C'est que les grand-mères, elles n'ont pas froid aux yeux.
très singulier dans la société ladakhi en général et Zanskari en particulier, c'est la structure familiale, empreinte quand même de coutumes peu habituelles, interdites d'ailleurs par les Indiens, mais qui perdurent, Oui. basées notamment sur la polyandrie fraternelle, ce qui veut dire qu'une femme va épouser dans une famille a priori l'aîné, mais en fait elle va aussi épouser les autres frères, C'est ça. à l'exception parfois du cadet qui lui veut dire moine, mais ça c'est quand même évidemment Ça, assez original. Oui, c'est une caractéristique originelle de la société ladakhi et Zanskari. Et en fait, on pense que c'est pour des raisons de survie, vraiment, parce qu'il y a assez peu de terre, enfin très peu de terre cultivable au Ladakh et aux Zanskar. Et donc, on ne peut pas nourrir une population très grande. Donc, pour freiner les naissances, Une femme pour une plusieurs femme hommes. pour plusieurs hommes. Et en même temps, ça a pour vertu d'éviter le morcellement des terres au C'est moment de l'héritage et de la transmission. C'est ça, parce que c'est l'héritage unique, en fait. Seul le fils aîné va hériter de tous les champs et de la maison, de Alors, tous comme les il y a biens de la assez maison. peu de terres arables, évidemment, on dit qu'au Ladakh, il y a l'indivision des terres et l'indivision de l'amour, quoi. Alors, ce qui est aussi étonnant, c'est que l'héritage, donc à l'aîné, se fait avant que le père ne meure. Ouais. Et celui-ci, bien avant sa mort, va aller s'installer dans une petite maison annexe. C'est ça. Et le fils, lui, va s'installer dans la maison du père. Enfin, ce sont quand même des conventions qui surprennent, mais ça se passe naturellement chez eux. Oui, en fait, donc c'est la maison qui est la base de tout. Et au Ladakh et aux Zanskar, on trouve une grosse maison, qui est ensuite des petites maisons de dépendance, une ou deux, hein, généralement pas plus. Et donc ces petites maisons sont effectivement les maisons où le père et la mère vont se retirer quand ils seront vieux. Et à ce moment-là, le fils, qui est dans la force de l'âge et qui est avec sa femme, avec tous ses frères, va devenir le chef de la famille et va prendre toutes les responsabilités pour la maison. Ouh, attention. Le froid est tel que les haltes pour se réchauffer sont indispensables. Encore faut-il que l'environnement le permette. La glace fournit l'eau pour le traditionnel et revigorant thé au beurre de yak. Carburant indispensable à l'organisme sous ce climat extrême, il protège les lèvres des gerçures et de la grande sécheresse de l'air ambiant. Paul Taponnier ne va pas traîner longtemps devant sa tasse de thé. Elles sont extraordinaires. On voit que des coquilles d'huîtres empilées sur des coquilles d'huîtres. On était vraiment en eau peu profonde. Chacun sait que les huîtres, ça se pêche à marée basse. La présence de ces fossiles à 2500 mètres d'altitude et à des milliers de kilomètres de tout océan s'explique. La plaque indienne, glissant sous la plaque asiatique, a fait s'élever les sédiments du fond de l'ancienne mer Tétis. Les gorges de la rivière Zanskar les montrent à ciel ouvert. Les choses se compliquent pour la caravane. Entre les falaises à pic où se glisse la rivière,
Il ne subsiste plus qu'un étroit bourrelet de glace collé au rocher pour unique passage. Les pieds se posent à quelques centimètres du courant. Là, il est vraiment interdit de commettre le moindre faux pas. Il y a des prises là, hein? Ouais, c'est bon. T'as vu la grotte là-haut, Paul? J'ai vu. C'est un endroit extraordinaire parce que la grotte en fait est construite dans la charnière d'un pli, un pli très aigu, hein, qui monte droit vers le ciel là et qui fait ressortir des calcaires marins qui sont les derniers calcaires de tout le Ladakh. On a donc devant nous des preuves de l'âge de la collision, la disparition de la mer et d'une mer très peu profonde. Alors cette mer était bourrée de coquillages. Tout à l'heure j'ai vu des huîtres. Et là, extraordinaire, on a quelque chose de beaucoup mieux. Ici, on a un fossile que l'on peut dater, qui est très caractéristique. Hein, tous ces petits points blancs que tu vois dans la roche, ce sont des numulites. Ça vient du mot latin qui veut dire monnaie, c'est des petits disques. Ça ressemble à des petites galaxies parce qu'elles sont orientées n'importe comment. Et elles ont exactement l'âge de la pierre avec laquelle Paris est construite. C'est l'étage du Lutétien, comme son nom l'indique. Donc ça me permet une datation parfaite. Parfaite. 55 millions d'années. Donc la mer était peu profonde. Et après ça, il n'y en a plus. Hein. Il n'y a plus que des conglomérats de couleurs vives, vertes, violettes, qui d'ailleurs remplissent l'essentiel de la vallée. Cet endroit est presque unique. Hein. Et alors, on a vu la force de la collision dans toute cette vallée. La rivière Zanskar tranche le relief. On a des montagnes à 5000 mètres de part et d'autre. Elle le tranche perpendiculairement à des plis. Donc, toutes les roches sont verticales, elles sont aplaties, feuilletées. C'est vraiment extraordinaire. C'est un livre ouvert pour toi. C'est extraordinaire, c'est plus qu'un livre ouvert parce que ce bassin-là était un grand bassin fluvial qui avait peut-être 90 km de large. Maintenant, toute la série compactée n'en a plus que 30. Donc on peut même dire qu'il y a quantitativement une mesure en cet endroit du raccourcissement lié à la collision, de la force avec l'Inde, avec laquelle l'Inde a embouti l'Asie. C'est vraiment la force de la Terre dans toute sa splendeur. Je suis, j'avoue, très... Je suis heureux de te voir dans cet état. Où est-ce qu'il trouve du bois comme ça? En fait, c'est la rivière qui charrie des branches, qui reste coincée derrière les rochers. Bienvenue. Oui, c'est bienvenu. Tous les soirs, ils ont tout ce qu'il faut. Bon, je te laisse un peu parce que je vais voir mon camarade qui veut encore me faire partager son savoir. Alors, professeur, qu'est-ce que t'as encore trouvé? Là, je regarde un peu la neige. C'est des cristaux magnifiques, il fait très froid, ils ne fondent pas. Donc j'en ai récolté quelques-uns, j'en ai piégé quelques-uns. Et t'es piégé des flocons de neige? Piéger des flocons, voir comment ils sont. Avec les géologues pour piéger des flocons de neige. Pour vraiment, Comment on les appâte? on les prend. Ou si on a la chance, on les regarde tomber. Il y en a un qui a tiré. Alors, il y a une foule de formes pour les flocons de neige. Il n'y a aucune probabilité, d'après ce que je sais, pour qu'un cristal de neige ressemble à un autre. Ils sont toujours différents. Il y a quand même toujours un thème central. C'est-à-dire que tous les flocons, tous les cristaux de neige obéissent à la symétrie hexagonale. Mais la nature brode autour de ce thème. Alors je peux te montrer d'ailleurs, on a quelques exemples là magnifiques de flocons différents. Ah oui, Voilà. Quand même extraordinaire. Oui. Pour ceux qui douteraient encore que la nature est quand même la plus belle des artistes. Hein. Magnifique à toutes les échelles. Alors en voilà un dans lequel on va voir au milieu un hexagone parfait, qu'on n'avait pas dans l'autre. Alors, un flocon de neige, c'est un amas de cristaux de neige qui s'unissent. qui s'unissent sur une petite particule, c'est-à-dire un pollen, une poussière. Chaque cristal démarre sur un petit germe. D'accord. Dans le haut des nuages, où il y a des gouttelettes d'eau en surfusion, c'est-à-dire qui sont sous la température de congélation, mais qui sont encore liquides. Et alors, dès que ce petit cristal s'est formé autour d'une petite poussière, par exemple, ou un pollen, il se met à grossir aux dépens des gouttelettes d'eau environnantes. Cette neige, sur la rivière, est en train de se transformer.
on voit que petit à petit, elle se met à ressembler à ce qu'on appelle le givre de profondeur. Permets, je jette un œil. Oui, bien sûr. Ça, c'est de la modification des flocons de neige qui sont tombés à froid. C'est-à-dire la neige ne fond pas. Petit à petit, on fabrique ces coupelles, qui sont assez jolies. C'est une transformation qui donne, malheureusement pour les skieurs, les plaques d'avalanche qui se détachent sous 1 mètre ou 50 cm de profondeur. C'est pour ça que ceux qui sont en charge d'étudier la neige pour prévenir ou pas les avalanches regardent à quoi ressemblent les cristaux de neige. Au cœur de cet extraordinaire Himalaya, il y a la montagne qui nourrit avec son miel et celle qui soigne avec les minéraux qui la composent. Au Ladakh, depuis les temps immémoriaux, les Amchis, médecins traditionnels tibétains, utilisent les cristaux de roche pour soigner leurs patients. Les pierres sont minutieusement choisies lors d'un long périple secret au cœur de la montagne. Chaque été, Tashi Wangai et son fils Tsering Morup partent en quête des ingrédients nécessaires à la fabrication des remèdes. Ils connaissent une douzaine de pierres et plus de 1000 variétés de végétaux et de fleurs curatives. L'Amchi est initié aux interactions de la nature, à ses rythmes et ses dangers. Une étroite veine blanche zèbre la roche noire. Le père connaît un autre endroit où il est certain de trouver des cristaux plus importants. Les expéditions dans ces montagnes qui guérissent s'effectuent lorsque l'Amchi manque de cristaux ou qu'il estime moins efficace le pouvoir de ceux en sa possession. La marche est souvent périlleuse dans les éboulis de roches explosées par gel et dégel successifs. Mais le tankshel, le cristal de roche, se mérite. Les ancêtres de Tashi Wangai ont régulièrement transmis à leur descendance et à elle seule l'existence et le lieu de cette grotte dominant la rivière Marca. Il ne leur faudra guère de temps pour retrouver dans l'obscurité le filon de quartz courant au plafond de la cavité. L'attaque se fait au burin. Les gestes doivent être précis et mesurés pour décoller les précieux blocs sans briser les cristaux. Il s'agit toujours de ne prélever que le strict nécessaire aux préparations médicinales à venir. Pas question de gâcher ou d'abîmer inutilement ce don de la montagne.
Chaque échantillon est, comme il se doit, toujours soigneusement goûté. Sur le chemin du retour, les drapeaux de prière effilochés par le vent proclament l'omniprésence divine. Dans leur modeste demeure, père et fils s'adonnent à la préparation minutieuse des médicaments. Tsering Morup pulvérise sur une énorme pierre les cristaux arrachés à la montagne, les mélangeant à d'autres minéraux et à des plantes. Son père récite des mantras. Cet art de la guérison s'est développé au 7e siècle. Mélange de philosophie holistique, de concepts bouddhistes indiens, de théories perses et de médecine chinoise, il utilise de nombreux éléments appartenant à la nature. La pharmacie de Lamchi se compose d'une centaine de drogues sous forme de très fines poudres pour la plupart. Les deux hommes se rendent au monastère voisin de Tixé pour une bénédiction collective. Les prières renforceront le pouvoir des médicaments nouvellement fabriqués. Pour les moines, ce sera l'occasion de se faire soigner. La médecine traditionnelle tibétaine repose entièrement sur les principes du bouddhisme. La matière y est le reflet d'une énergie fondamentale et la maladie conséquence d'un déséquilibre des flux énergétiques entre le corps et le reste de l'univers. Dans ces montagnes incroyablement difficiles d'accès, la pratique de la médecine traditionnelle est un échange de bons procédés entre les populations rurales et les Amchis. Monopolisée parfois de longues semaines par la collecte des plantes et des cristaux médicinaux, puis par la fabrication des poudres et des onguents, la population cultive leurs terres pour eux. Tachivangai, son fils et 3 cavaliers ont quitté le monastère de leur village pour rejoindre les nomades qui vivent sur les hauts plateaux du Changtang à plus de 5000 mètres d'altitude. Comme à chacune de leurs rares visites, les Amchis sont accueillis à bras ouverts. Tachivangai et son fils sont immédiatement entraînés vers la grande tente où ont été rassemblés leurs futurs patients. L'incontournable thé au beurre de yak est servi aux visiteurs. Le premier patient est un enfant. Le diagnostic est établi suivant les règles immuables de la médecine tibétaine
par la prise du pouls en 6 points différents et 3 pressions, soit 18 sources d'informations. Soigner, c'est rétablir l'équilibre de l'énergie universelle, celle des 3 humeurs, actives, passives et neutres, circulant à l'intérieur du corps. Quand les forces occultes s'en mêlent, le pérak, coiffe traditionnelle des femmes, couvert de turquoise, est un véritable rempart contre leurs agressions. Ordonnances et traitements suivent immédiatement le diagnostic. L'amchi dose soigneusement la poudre de pierre et de plantes médicinales, puis la remet au malade en indiquant la posologie. Cet homme souffre d'un bras. Pour lui, le traitement va être radical. De quoi oublier la douleur originelle. Si la poudre de pierre est largement représentée dans la pharmacie des amchis, différents cristaux sont aussi utilisés par imposition directe. Par exemple, sur le front ou sur le haut du crâne. La vibration du cristal de roche résonne positivement dans le corps humain, réduisant les humeurs bileuses et favorisant les rêves. Semblant flotter entre ciel et terre, l'imposant monastère de l'Amayoru est un lieu propice au recueillement et à la méditation. Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature vont rejoindre en ce pays des mondes invisibles les pèlerins des vallées environnantes venus assister à la grande fête hivernale des masques. Une cérémonie très importante pour cette puissante communauté de moines tibétains. Ushuaïa Nature est en Himalaya, dans le souffle de Bouddha. Après avoir marché plusieurs jours sur la rivière gelée du Zanskar, Nicolas Hulot et l'ethnologue Marianne Shaw se rendent aux cérémonies annuelles du monastère de l'Amayoru, l'un des plus importants du Ladakh. Ça justifie le voyage. C'est magnifique. L'arrivée sur le village de l'Amayoru. Et le monastère du même nom, qui est un des plus influents et des plus importants du Ladakh. C'est ça, on arrive à un des monastères les plus riches. Alors là, on voit bien le village adossé à la paroi et puis surplombé donc par le monastère avec cette position quasi stratégique. Oui. Et c'est pour ça que parfois certaines personnes ont pensé que les monastères pouvaient être aussi des forteresses. Parce que c'est vrai que c'est une défense incroyable. Mais en fait, c'est une défense contre les mauvais esprits. C'est pas une défense militaire.
chronologiquement, le bouddhisme, il est né de l'hindouisme, hein, et c'est assez ancien puisque c'est antérieur à notre ère. En fait, c'est né avec Bouddha. Bouddha est né à peu près en 550 avant notre ère. D'accord. Et c'est né en Inde. Et ça s'est développé en fait à un moment où dans l'hindouisme, les prêtres avaient pris complètement le monopole de la religion et les dévots ne pouvaient passer que par l'intermédiaire des prêtres pour avoir accès à leur divinité. Donc il y avait une espèce d'exclusivité. Hein, voilà, c'était vraiment réservé à une élite. D'accord. Et après, c'est devenu une religion pour le salut collectif. Et le bouddhisme, voilà, en contrepoint, s'est instauré comme une religion qui était ouverte à tous, un contact complètement direct avec la divinité, puisque la divinité est même à l'intérieur de nous, Bouddha est en nous, et il s'agit de l'éveiller. Et c'est pour le salut de toute la communauté. Et alors, comment il a rayonné le bouddhisme? Il s'est étendu aussi vers l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, mais pour ce qui est du Tibet, on imagine qu'il est passé par le Cachemire et par le Ladakh, vers le 2e siècle à peu près de notre ère. Et c'est vraiment au 6e siècle qu'il s'est implanté complètement au Tibet et qu'il a pris le pas sur la religion qui était alors au Tibet, la religion qu'on appelle Bon, qui était une religion animiste. Tôt le matin, le village s'éveille. L'activité reprend dans l'air glacial de l'hiver. Il fait 35 degrés sous zéro, rien d'exceptionnel. Au pied du monastère, les rues en pente du village servent de terrain de jeu glacé aux enfants en mal d'école. C'est prendre un arbre. Ils n'ont pas école? Non, ils n'ont pas école l'hiver, c'est les grandes vacances. Tout l'hiver? Tout l'hiver, ils ont en fait... il fait tellement froid qu'on ne peut pas chauffer, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chauffage ici. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, les arbres on les garde pour construire les toits des maisons. Donc on se chauffe surtout à la bouse de yak, de vache, au crottin de cheval. Donc les salles de cours sont vraiment gelées, mais ils ont quelques cours de rattrapage, des choses comme ça. Les populations alentours arrivent en longue procession sur les étroits sentiers menant au monastère. Chapelets et moulins à prière n'en finissent pas de tourner entre les doigts et les mains. Les larges péraques couverts de turquoise, de cornaline, de corail et parfois d'ambre, imitant le col gonflé du cobra, coiffent la tête des femmes dont les filles ne sont pas encore mariées. Lorsque ces dernières auront trouvé mari, leur mère n'arborera plus qu'un péraque miniature. Les grands moulins à prière placés sur le chemin et que l'on tourne toujours dans le sens de la marche du soleil sont vigoureusement relancés par chaque pèlerin. On dit un tour de moulin, une prière. Donc ça, c'est très bon pour notre karma. Om, en fait, c'est le corps, l'esprit, la parole. Mani, c'est la religion. Ouais. Padmé, c'est le lotus. Ouais. Et le lotus, c'est vraiment le symbole du bouddhisme. C'est-à-dire que c'est la fleur qui naît dans la boue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours difficile avec notre vocabulaire et notre vision d'expliquer le bouddhisme. Mais le bouddhisme naît de Bouddha et naît surtout de son constat ouais. Que l'existence de tout être est provisoire, éphémère, et que de cette impermanence naît la souffrance de chacun. Ouais. Donc à partir de ce constat, il apprenait de se libérer
de tous ses désirs pour se libérer de cette souffrance qui naît à la fois des passions, mais surtout de l'attachement à la vie. Alors, pour parvenir à cette libération, à cet éveil, à cette illumination, à ce nirvana, eh bien, il prône de faire en sorte que que l'esprit prenne le contrôle des sens par une très stricte discipline qui peut aller très loin par des pratiques ascétiques excessivement rigoureuses. Et ainsi, eh bien, comprendre effectivement le côté dérisoire de chaque chose. La vacuité du monde. La vacuité du monde. Et puis, effectivement, se libérer comme ça, petit à petit, pour aller vers l'éveil qui est le nirvana et casser ce fameux cycle des renaissances et des réincarnations. Et en fait, dans le bouddhisme tibétain, il y a deux grandes écoles. Il y a l'école la plus ancienne qu'on appelle l'école des bonnets rouges. Là, on est dans un monastère bonnet rouge. Et l'école qui est plus nouvelle, l'école des bonnets jaunes, qui est l'école que suit le Dalai Lama. D'accord. Et en fait, l'école des bonnets rouges, on dit que c'est l'école de la pratique. On pratique la méditation, on pratique les retraites, etc. Et l'école des bonnets jaunes, c'est l'école des philosophes, des intellectuels, des textes. Par contre, chaque bouddhiste est vraiment tenu de se libérer des trois poisons fondamentaux qui sont ignorance, colère et désir. Les femmes Ladaki ou Zanskari n'ont pas accès au Saint des Saints, la salle des prières où méditent les moines de la secte des Bonnets Rouges. Femme mais étrangère, Marianne peut approcher de la salle où se trouve le grand Rinpoché, la personne la plus précieuse du monastère, son président, son maître, son joyau. Elle explique la vie à l'intérieur de cet édifice dont l'influence religieuse s'étend bien au-delà de la vallée de l'Indus. Tu vois, là, on est dans la pièce de réunion principale qui s'appelle le Dukang. Et là, ils sont en train de faire la grande prière du matin. Et ce matin, c'est un peu particulier parce que tout à l'heure, il va y avoir le Cham. Donc là, tous les moines sont en train de se concentrer sur la divinité qu'ils vont représenter tout à l'heure sur scène. Et le panthéon des bouddhistes est semé d'autant de dieux qu'il y a de sommets dans l'Himalaya. Oui. Toutes les divinités sont les divinités qu'on rencontrera dans le Pardo, dans l'étape après la mort, avant la prochaine réincarnation. Et on a même deux petites divinités dans chacun d'entre nous. On a une dans l'épaule droite, qui est la divinité qui va être en charge de toutes nos actions positives. Et une petite divinité dans l'épaule gauche, qu'on appelle la divinité blanche et noire. Et celle-là va être en charge de toutes nos actions négatives. Et ces deux petites divinités vont s'affronter pour savoir si on a été vraiment quelqu'un de très bon, un bon bouddhiste, ou si on a fait beaucoup d'actions négatives. Toute la vie pour un moine bouddhiste, c'est de tendre vers cette élévation, vers cette libération. Et alors après, il y a différents moyens, différents préceptes pour y parvenir. Oui. Et ça peut aller très loin dans le comportement ou dans l'engagement, puisque dans les petites cellules de moines, certains vont aller faire des retraites qui vont durer jusqu'à 3 ans, 3 mois, 3 jours. Oui. Et certains les répètent. Certains font ces retraites une fois et la refont une seconde fois. Qu'est-ce qu'ils font pendant ces retraites? Prière, yoga? Oui, en fait, c'est une méditation
très très active, qui engage tout le corps. On fait des exercices de circulation de chaleur, etc., des exercices de lévitation. Il paraît que les moines qui font ces retraites-là, ensuite sont capables de voyager d'un monastère à l'autre par les airs. Les Ladakhi ne les voient pas, mais ils en sont sûrs. Mais donc on arrive à se faire pendant ces retraites, ils sont en isolement total. Total. Et en fait, d'autres moines vont s'occuper d'eux pour les nourrir, pour leur amener la nourriture. Ils n'ont pas de contact, mais ils n'ont pas de contact avec l'extérieur, pas du tout. Ils n'ont pas le droit de toucher à l'eau pendant toute cette période-là, donc pas le droit de se laver ni quoi que ce soit. Ils boivent quand même. Ils boivent, mais pas le droit de toucher, en fait, de se laver. Et ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux, ni de se couper la barbe. Et donc j'imaginais vraiment que j'allais trouver des vieux moines décrépits, tout sales et tout ça. Et j'ai vu des hommes vraiment rayonnants et extrêmement musclés, avec une peau superbe et qui avaient une énergie débordante. Tendrait à penser qu'ils ont peut-être touché du doigt le fameux nirvana, qui, contrairement à la pensée commune en Occident, le nirvana, c'est pas la somme de tous les plaisirs, c'est l'abstraction de tous les désirs. L'abstraction de tous les désirs et de tout attachement. Marianne et Nicolas se trouvent devant la porte des prières. De jeunes moines, étudiants en théologie, leur expliquent que le Cham, la fête des masques, est sur le point de commencer sur l'esplanade principale. On les suit ? Ouais. Tous les moines, y compris le grand Rinpoché, ont revêtu des costumes et des masques symboliques. Quel que soit leur rang au sein du monastère, les prêtres grimés s'exprimeront en dansant sous des masques à l'effigie des divinités que l'on rencontrera après la mort. Et ce sont elles qui, justement, décideront de nos réincarnations. Revêtir ces masques symboliques d'oiseaux ou de léopards, c'est s'attribuer les vertus et les qualités de ce qu'ils représentent, et peut-être par leur intermédiaire, influer sur le cours des événements naturels. Mettre en scène les divinités ne peut de toute façon que leur faire plaisir et les amadouer. Entre les mains des fidèles tournent les moulins à prière et les bouches psalmodient inlassablement Om Mani Padme Hum, le mantra de la compassion. Proche du ciel, le monastère de Lama Yuru, l'un des plus influents du Ladakh, est perché tout près d'une curiosité géologique. On l'appelle la Terre de la Lune. Une gigantesque cuvette rocheuse sur le bord de laquelle s'inscrivent en strates de couleurs ces différents niveaux de remplissage. Une légende raconte qu'au 8e siècle, un saint tibétain venu par les airs s'est posé sur une petite île près des rives d'un lac. Le moine prédit qu'un jour, il serait édifié un puissant monastère, que le lac s'assécherait, offrant alentour des terres aux villageois. D'une flèche, il perce alors la montagne, libérant ainsi les eaux prisonnières, puis il lance vers le ciel une poignée de grains d'orge qui retombe sur le sol en dessinant la svatika, la croix bouddhiste. Le lac a effectivement disparu en contrebas du monastère. Un simple torrent coule désormais dans la plaine et se jette dans l'Indus une quinzaine de kilomètres en aval. Et l'on dit qu'aujourd'hui encore,
l'espace cultivé du village de Lamayuru a la forme de la croix bouddhiste. Alors, là, on a quitté le lac, hein, et on change de monde géologique et d'échelle de temps. On passe en gros de 100 000 ans à 100 millions d'années. Ça n'a plus rien à voir. Nous sommes sur des roches extraordinaires, des roches bariolées qui constituent d'ailleurs la crête qui avarie le lac, mais qui forment, qui jalonnent le point de contact entre l'Inde et l'Asie. Alors justement, D'accord. je sais que les géologues, ils ont toujours tendance à avoir le nez sur le sol pour voir sur quoi ils marchent. On va quand même profiter de ce lieu providentiel pour lever le regard, embrasser l'Himalaya et rappeler une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que cet immense massif montagneux n'est ni plus ni moins que l'enfant des convulsions millénaires de deux continents, deux plaques qui s'affrontent depuis 40 millions d'années, l'Inde et l'Asie. Et que la conséquence de ces convulsions, le plus grand carambolage de l'histoire de la planète, eh bien, c'est ce soulèvement, cette montagne à la fois jeune et en même temps très ancienne, selon le regard qu'on en porte dessus, qui continue à s'élever en même temps qu'elle s'érode. Et la curiosité du lieu, c'est ça qui est fantastique et qui est très émouvant, et pour l'initié et le non-initié, c'est qu'on est ici, là, au point de contact. C'est-à-dire qu'on peut presque dire que d'un côté, on a l'Inde et de l'autre côté, on a l'Asie. Absolument. C'est ce qu'on appelle, plutôt qu'un point de rencontre, une ligne de suture. Car il faut savoir que cette ligne se suit sur 2500 km de long. Deux fleuves suivent cette suture, l'Indus à l'ouest et le Brahmapoutre à l'est, pour ensuite franchir la barrière himalayenne à ses extrémités occidentales et orientales. Tout à l'heure, nous avions les pieds posés au fond d'un lac. Là, nous avons les pieds posés au fond d'un océan primordial, la mer Tétis, c'est comme ça qu'elle s'appelait, qui était évidemment beaucoup plus sud en latitude, et la surrection de l'Himalaya a fait disparaître cet océan, mais les roches aujourd'hui attestent que nous sommes bien au fond de l'océan de la mer Tétis. C'est ça, ce sont des roches exceptionnelles qui toutes se sont mises en place à 5000 mètres sous les eaux. Sous les eaux de la Tétis. Hein. Elles sont, on appelle ça d'ailleurs, ces roches très bariolées, il y en a 2 ou 3 catégories. Elles sont le témoignage imparable pour les géologues que nous sommes de la trace de l'océan disparu. Il n'y en a pas beaucoup. Tu m'en montres quelques-unes? Alors là, nous allons aller voir la plus commune de ces roches, qui est une lave, le basalte, qui forme le fond de tous les océans de la planète. Et alors, ça c'est une veine d'épidote et très commune dans les roches océaniques. Donc on a là la preuve que ces basaltes, autrefois, étaient à 5000 mètres sous les eaux. C'était une partie, un lambeau du fond de la Tétis. D'accord, donc ça c'est plus qu'une présomption, c'est la preuve que là on est au fond de l'océan. C'est une première preuve. S'il n'y avait que ça, on pourrait peut-être discuter, les géologues discutent beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Ici, à nos pieds et devant nous, nous avons ces roches rouges, que l'on appelle des jaspes ou des radiolarites, qui sont rouges en partie parce qu'elles sont très riches en oxyde de fer, mais qui ont une propriété remarquable, c'est de la silice presque pure. On appelle ça un jaspe, hein, et je prouve que c'est de la silice presque pure, ça raye l'acier. Donc ici, je raye mon marteau de façon très claire. Alors, c'est des roches sédimentaires, celles-ci, en couches très fines, qui se sont mises en place sur les basaltes, et elles sont formées de l'agglomération de minuscules petites coquilles d'animaux qui s'appellent des radiolaires et qui ont été obligés de fabriquer leurs coquilles avec de la silice au lieu de carbonate comme les escargots ou les huîtres parce qu'il n'y avait pas de carbonate. Et ceci est la preuve qu'on était dans un milieu océanique de grand fond, très profond. Alors, ici, on est dans des roches qui sont probablement les plus rares, hein, et qui constituent la 3e preuve de l'existence d'un océan disparu. Ces roches-là, celle-là par exemple, c'est très... Oui, j'arrive pas à la casser. Enfin, on peut prendre ce morceau-là. Ce sont des roches qui sont le reste du manteau terrestre.
c'est très lourd. Hein. La densité, 3-3. Des roches très lourdes, très massives. Mais sous ton genou, là, il y a, semble-t-il, du manteau. On peut rien te cacher, toi. Du manteau, oui, qui possède encore ces minéraux d'origine. Hein, les péridotites, c'est le manteau de la Terre, sous nos pieds depuis la base de la croûte, jusqu'à 2900 km de profondeur. Les preuves sont toutes là. Hein. Il y a les 3 éléments essentiels qui permettent de dire que nous sommes ici sur le contact, la ligne de suture entre l'Inde et l'Asie. Et plus à l'est, Marianne, Paul et Nicolas rejoignent les nomades Changpa dans les somptueux décors du Tsokar Lake. Un lac gelé à plus de 4800 mètres d'altitude, dans une région où l'activité volcanique est particulièrement intense. Les nomades Changpa possèdent un troupeau conséquent de yaks, de moutons et de chèvres pashmina. Mi-campement, mi-village, cet endroit est surtout un lieu de rassemblement de la tribu. Car tous ne vont pas en transhumance. Certains d'entre eux attendront ici le retour des hommes et des femmes partis chercher le salut du bétail dans des contrées moins inhospitalières. Karni. Cina. Hafta ji. Sum. Marianne Shaw et Nicolas ont rendez-vous dans ce village avec l'astrologue de la petite communauté. On est attendu dans laquelle? Ils approchent la tente de celui qui est l'une des personnalités les plus importantes du lieu. Je crois qu'il a déjà commencé les prières. Julie. Donc lui, c'est l'astrologue alors. Lui, c'est l'astrologue. Dans le reste du Ladakh aussi, par village, on a toujours un astrologue. Donc, il est en train d'effectuer des prières pour décider du jour où ils vont lever le camp. En fait, il faut que ce soit un jour vraiment propice. Le voyage va être long. Il faut que tout se passe bien, que le Dieu les aide, etc. Et comment se répartissent les rôles vis-à-vis des divinités entre l'astrologue et le moine alors? Qui s'occupe de quoi? En fait, ils se reconnaissent. Le bouddhisme reconnaît la religion qu'on appelle la religion populaire, que l'astrologue incarne, mais ils ont chacun des rôles un peu différents. Parfois, des moines sont astrologues aussi. En fait, on est astrologue de père en fils, comme on est médecin de père en fils, et c'est un savoir qui se transmet comme ça. Alors curieusement, dans le Zanskar, on peut trouver des Zanskaris qui souhaiteraient quitter leurs conditions
Et puis ici, en discutant, il n'est pas question pour eux de redescendre dans la vallée. La vallée, c'est un autre monde et c'est pas leur monde. Leur monde, il est ici sur les hauts plateaux. Malheureusement, il y a quelques habitants nomades du Changtang qui vont s'installer dans les banlieues de Lé et qui là n'ont pas les qualifications pour trouver un travail et qui se retrouvent dans une espèce de dépendance économique. Mais beaucoup restent ici. Et tout à l'heure, c'est vrai que je parlais avec un monsieur qui m'a dit dans 50 ans, on sera toujours là. Avec une certaine fierté. Oui. Et leur vie, c'est vraiment être avec les bêtes, être à l'extérieur, voyager et connaître cette grande liberté dans les grands espaces. Elle est en train de me faire un colac. Elle vient de mettre du fromage de yak séché, qu'on appelle chorpe. Elle rajoute du beurre de yak toujours. Un peu de farine. Et en fait, ça, c'est vraiment la base de leur nourriture. Et c'est très, très nourrissant. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la tsampa, c'est l'ange grillé. Est-ce que tu préfères le thé ou... Je commence par le thé. Merci. On peut lui renverser sur ses prières. Hop. Ah, voilà. C'est meilleur. Et donc l'orge, qui est vraiment la nourriture de base ici, en général, traditionnellement, c'est de l'orge qui vient du Zanskar. Alors, j'arrive pas à voir, ça se boit ou ça se mange, l'autre? Dis-moi. Tout dépend de la quantité de farine que tu as. Du lait. Avec la bénédiction de l'astrologue, la transhumance peut commencer. Ceux qui partent plient leurs maigres bagages. Les tentes sont soigneusement roulées. Seul l'indispensable sera emporté et ficelé sur le dos des yaks. Une centaine de yaks et autant de moutons sont rassemblés à l'aide des chiens. Autrefois, la route de la laine passait sur ces hauts plateaux. Les caravanes véhiculaient les marchandises du Tibet aux plaines de l'Inde. La très recherchée laine pashmina et surtout chatouche poussait les marchands à s'engager dans un long périple jusqu'au Ladakh. Apportant avec eux thé, soieries, épices, ils repartaient avec leurs précieux chargements vers les ateliers de tissage de Srinagar et de Koulou. Il y a une chose qui est remarquable, mais qu'on ne soupçonne pas, c'est que le yak, qui est vraiment un des piliers de la survie de ces nomades du Changtang, est un exemple prodigieux d'adaptation à l'altitude et à ces conditions. Entre autres adaptations, il y a le fait qu'ils ont 3 fois plus de globules rouges que les autres bovidés, plus petits. Voilà, ils ont plus d'hémoglobine, plus de globules, ils captent l'oxygène de façon bien plus efficace. Pour moi, c'est le dernier cousin et le plus proche sans doute de l'auroch que nos ancêtres chassaient, bien sûr, lorsque le climat était froid en Europe et qui dépeignaient sur les parois des cavernes célèbres comme Lascaux ou d'autres. Alors évidemment, ils ont un pelage qui leur offre une grande résistance au froid. Ils ont des sabots très très durs, très résistants. Ils ont cette lèvre supérieure qui leur permet vraiment d'arracher les touffes d'herbe les plus dures. Enfin, ce sont des animaux très adaptés, sachant que ceux qu'on a dans cette caravane sont des yaks domestiques, qu'il reste quelques yaks sauvages. Surtout au nord du Tibet. Voilà, beaucoup plus massifs, beaucoup plus hauts. Oui. Ce sont d'énormes bêtes. Des très grosses bêtes. Mais malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Et leur limite inférieure, c'est en gros 4500 mètres, c'est-à-dire à peu près à l'altitude de ce lac.
Malgré son extrême robustesse, le yak doit prendre garde aux plus grands prédateurs solitaires rôdant dans ces immensités. Juste avant l'hiver, au Ladakh, une équipe d'Ushuaïa Nature a suivi le photographe animalier François Savigny et deux Ladakis, Kendrop et Dorje Stansin, spécialistes du léopard des neiges, dans leur traque du plus discret de tous les félins. Dans la vallée de la Marca, au village de Rumbak, situé à 4000 mètres d'altitude, les trois hommes doivent tout d'abord rencontrer le moine devant, selon la coutume, bénir l'équipement photographique et les membres de l'expédition. Dans tout le massif himalayen, le léopard des neiges, appelé aussi la panthère des neiges, est considéré par les religieux et les populations locales comme l'une des grandes divinités. L'animal se situe tout en haut du bestiaire ornant les tapisseries et les broderies à caractère religieux. Dans l'une des habitations suspendues, il rencontre une jeune fille qui s'est trouvée l'an passé, à la nuit tombante, face au léopard des neiges dans l'enceinte même du village. Tétanisée par la peur, elle a assisté sans pouvoir donner l'alerte à la saignée d'une vingtaine de chèvres par le félin. Mise en fuite par son père, ce dernier explique que le léopard était si lourd du sang de ses victimes qu'il a eu du mal à s'enfuir. Le photographe et les deux traqueurs Ladakis partent à la recherche de l'animal mythique. Sur un éperon rocheux, des barrales ou chèvres bleues. Elles sont les cibles privilégiées du léopard des neiges. La présence de ces caprins est un bon signe. C'est un crâne de barral. Est-ce vrai qu'un léopard des neiges se nourrit en moyenne de 2 barrals par mois? Oui, c'est tout à fait exact. C'est un gros, celui-là. C'est un mâle. Et est-ce qu'il y a une grosse population de barrals ici? Oui, on arrive à les voir souvent. Kendrop, le plus âgé des traqueurs Ladakis, est un redoutable pisteur. Agile dans les rochers comme le félin qu'il recherche, il va rapidement trouver les preuves concrètes du passage du léopard. Ah, finalement, on arrive à les découvrir. Vous voyez ici, on aperçoit les poils que le léopard a laissés sur la roche. Le léopard est venu de cette vallée. Il emprunte toujours le même chemin et vient se frotter le cou à cet endroit. C'est pour marquer son territoire. Puis il continue son chemin vers le haut. C'est très intéressant. Ces poils indiquent aux autres que c'est son territoire. Et c'est très utile au moment de la saison de la reproduction, parce que ça leur sert à se retrouver entre mâles et femelles. On a vraiment de la chance d'avoir découvert ça. Bon, c'est un bon début. Le léopard des neiges ne se laisse vraiment pas approcher facilement. François Savigny va devoir ruser s'il veut emporter dans ses bagages les photos de ce félin passé maître dans l'art de se rendre invisible. Ok, je pense que c'est parfait ici. Il doit passer toujours par là.
On va fixer le trépied ici. Voilà, c'est parfait. Donne-moi encore une petite pierre. Une plus grosse aussi. Ok, c'est bien. Je place l'appareil photo. Attends, on va le fixer sur cette pierre. Voilà. On va la fixer en lui donnant la meilleure orientation possible. Bon, il faut cacher ça maintenant, ouais. On met des petites pierres dessus. Tu caches ça aussi. Regarde bien, il devrait passer comme cela. Ça marche, tu fais très bien le léopard des neiges. Excellent. Magnifique. Pour obtenir ça, qu'est-ce qu'on a marché? Ne m'en parle pas. Deuxième photo. Ah, il est superbe. Quand tu penses que ce léopard, qui a l'air si tranquille et très paisible, est capable en une seconde de faire un bond de 10 voire 15 mètres. C'est un animal incroyable. Et regarde sa longue queue. En hiver, elle lui permet de se protéger du vent glacé en couvrant sa tête. Il l'utilise aussi pour s'équilibrer en bondissant. Le léopard des neiges possède une robe blanche et grise. Un camouflage naturel expliquant pourquoi il est si rare de l'apercevoir dans la nature. Solitaire, son territoire est vaste et il s'accommode de tout, chassant yaks et ânes sauvages, moutons, chèvres, marmottes, lièvres et oiseaux si nécessaire. Il se complaît entre 3000 et 5000 mètres d'altitude. Protégé par son épaisse fourrure, il résiste parfaitement au grand froid et sa grande cavité nasale lui permet de capter l'oxygène raréfié dont il a besoin. Des coussins de poils sous ses pattes l'isolent de la neige, de la rugosité des rochers et le rendent surtout parfaitement silencieux. Protégé par les conventions internationales et déifié au panthéon bouddhiste, le léopard des neiges n'en est pas moins en danger dans ces montagnes faites pour lui depuis la nuit des temps. Depuis plusieurs jours déjà, Marianne, Paul, Nicolas et les nomades Changpa progressent dans l'enfer glacé de l'hiver himalayen au rythme lent du pas des chevaux.
cavaliers doivent chaque instant surveiller de près le troupeau de yaks, de moutons et de chèvres qu'ils espèrent amener entiers vers les nouveaux pâturages. Ces grands plateaux, autrefois, étaient semés de grands lacs, quoi. Ah oui, alors absolument. Le Tibet est constellé de yaks. De lacs. Et de yaks accessoirement. Et on considérait que le Tibet, c'était le pays d'où les eaux ne s'échappaient pas, quoi. C'est ça. On voit bien hein, la ligne qui marque le niveau supérieur du lac quand celui-ci était beaucoup plus plein. C'est ça, c'est une plage et une falaise parfaitement horizontale, 50 mètres au-dessus du niveau actuel, qui dénote les hautes eaux du lac. Alors c'était entre 9000 et 6000 ans à peu près. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis que tous les lacs se sont pas totalement asséchés, mais enfin... À l'époque, au début de l'Holocène, il a fait très très chaud et très humide. La mousson traversait l'Himalaya. Donc il y avait beaucoup d'eau. Et depuis 6000 ans, nous sommes rentrés dans une période bien plus sèche. Tous les lacs tibétains se sont asséchés. Leur niveau s'est abaissé de 50, 100, parfois 200 mètres. La caravane a atteint l'extrémité du Tsokar Lake. Elle se trouve à cet endroit précis, aux confins du Pakistan, du Tibet et du Turkestan chinois. Épilogue d'un fabuleux voyage dans les temps géologiques et humains, Nicolas Hulot et son équipe se dirigent vers un col de haute altitude où se trouve le Lato. Un amas de drapeaux de prière, de cornes de buffle et de pierres gravées, symboles immuables du bouddhisme tout-puissant qui régit ces montagnes, toujours en mouvement. Je crois que l'impression la plus forte qu'on aura eue pendant notre séjour dans l'Himalaya, c'est quelque part de découvrir une autre dimension de la planète. Peut-être sa part d'immensité verticale, là où les cimes et les hommes semblent danser avec le ciel. En tout cas, à cet instant, nos yeux sont encore éblouis de tant de beauté et tant d'harmonie, mais gardons quand même à l'esprit que parfois, le sublime et l'hostile se confondent, et que les Ladakhi et les Zanskari ont eux aussi leur lot de souffrance et de servitude, et que la réalité est probablement plus complexe que le regard que nous avons posé avec notre système de valeurs. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si un jour, bardé de notre culture occidentale, on arrivera comme ça à s'affranchir de nos contraintes terrestres pour aller vers l'absolu. Mais en attendant, et sans faire de prosélytisme, il se trouve que pendant notre voyage, nous aurons exaucé 3 vœux des nombreux préceptes que prodigue comme ça le Dalai Lama. Le premier, il conseille d'aller une fois par an dans un endroit où on n'a jamais été. Et bien maintenant, avec le Ladakh, c'est chose faite. Le deuxième, c'est de partager notre savoir. Paraît-il, c'est un moyen d'atteindre l'immortalité. Alors on peut dire qu'avec ce que Marianne Shaw et Paul Taponnier nous ont enseigné, là aussi, nous avons exaucé un des vœux du Dalai Lama. Et puis le troisième, c'est d'être tendre avec la terre. Alors là, on peut dire que ce soit ici et aujourd'hui ou hier et ailleurs. Je crois que ça, on le fait en permanence. Bonsoir.